On commence avec le dernier rapport du service de lutte contre la pauvreté, dont le thème cette année est citoyenneté et pauvreté. Monique Couillard de Smet, bonsoir. Alors pourquoi ce thème-là? Est-ce que c'est ce qui ressort des témoignages qui ont été livrés pour la constitution de ce rapport? Alors en fait, c'est dès le départ que des personnes vivant la pauvreté ont été associées au choix même du thème, puisque il y a un peu plus de 20 ans a été réalisé un rapport général sur la pauvreté, et à la suite de ce rapport a été créé le service de lutte contre la pauvreté qui a comme mission d'en assurer le suivi. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il y a un dialogue qui se fait entre personnes vivant la pauvreté et les administrations et les pouvoirs publics. Et donc, c'est dans ce dialogue-là qu'on a choisi ensemble le thème. Alors, il n'avait pas été exprimé comme ça, mais la question des droits fondamentaux est omniprésente et c'est la raison d'être du service. C'est de chercher comment faire avancer l'accès réel aux droits fondamentaux pour tous. Pierre-Emmanuel Corbizier, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes membre de la plateforme qui a été mise en place par le CPS de Saint-Gilles. Vous êtes aussi vous êtes au CPS de Saint-Gilles. Est-ce que ça fait écho, ça, chez vous, quand on parle de cette difficulté d'accès aux droits fondamentaux? Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire que bon, quand on vit des choses difficiles, donc par exemple le sans-abrisme ou bien la maladie ou des difficultés familiales assez rudes, l'accès à l'information est tellement difficile, on n'est pas au courant en fait des droits fondamentaux qu'on a, et il faut vraiment une sacrée dose d'énergie et d'aide, d'où justement notre idée de plateforme citoyenne. Ouais, et on en parlera, mais juste pour terminer là-dessus, donc par exemple l'accès aux soins de santé, ça c'est quelque chose que vous avez vécu aussi, la difficulté de l'accès aux soins de santé par exemple. Bien sûr, oui. Moi j'étais dans la rue pendant quand même 4 ans, et j'étais en même temps très malade de l'hépatite C. Maintenant je suis guéri, mais pour savoir que j'avais droit à des soins de santé gratuits, que j'avais droit à une médication gratuite, mais tout ça a été compliqué. C'était très compliqué. C'était très, très compliqué, voire quasi insurmontable, quoi. Khalid Chattar, donc vous êtes travailleur social au CPS de Saint-Gilles, et c'est vrai que ce rapport entre citoyenneté et pauvreté ne va pas forcément de soi. C'est quelque chose aussi dont vous prenez conscience au fur et à mesure de votre expérience au CPS de Saint-Gilles, que pour les personnes qui vivent dans la précarité, dans la difficulté sociale, eh bien, on peut en arriver à des situations où on peut avoir l'impression de ne plus être reconnu comme citoyen? Absolument, oui. On le constate à travers plusieurs ateliers où voilà, dans le cadre de la plateforme, c'est quelque chose qui ressort énormément. En effet, c'est un public qu'on ne consulte pas, à qui on ne demande pas l'avis. Voilà. L'accès, comme disait Pierrot, aux droits fondamentaux est très compliqué, ce qui fait de soi des citoyens de seconde zone. Le fait d'être malade, plusieurs choses comme ça pour lesquelles on ne sait pas, on n'a pas prise, et finalement on se sent méconsidéré. Et finalement, on le ressent aussi, c'est ce qui ressort aussi dans les discussions de la plateforme, c'est toutes les représentations liées au fait d'être pauvre qui te mettent dans qui t'encapsulent dans quelque chose qui est de l'ordre de citoyens de seconde zone. Oui. Ouais. Monique Couillard de Smet, on entendait effectivement Pierre-Emmanuel Corbizier parler spécifiquement, par exemple, de la difficulté d'accès aux soins de santé. Quels sont ces droits fondamentaux auxquels les personnes qui vivent dans la précarité peuvent avoir du mal à accéder, ou bien se voir même réduire ces droits? Alors c'est l'ensemble des droits. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui y échappe. Et je pense c'est vraiment important, c'est pas un sentiment. On s'est battu dans le rapport pour barrer systématiquement ce mot-là, ce sont des faits. On a tenu par exemple à rappeler, même si ce n'était pas le thème du rapport, à rappeler l'enseignement. Que massivement les enfants de milieux très pauvres se retrouvent en échec scolaire. Et ça marque toute la vie. C'est ce qui construit aussi une personnalité, c'est que depuis l'enfance, d'avoir été considéré comme moins que les autres, c'est pas seulement
que les systèmes ne permettent pas l'accès aux droits, mais bien sûr, ils le compliquent sérieusement, mais en plus, les personnes elles-mêmes finissent par penser qu'elles ne méritent pas les droits, qu'elles ne sont pas... que les droits, c'est pas pour eux. Et que donc, c'est pour ça que c'est un travail énorme pour assurer l'accès aux droits fondamentaux, qui commence par la reconnaissance de toute personne en tant qu'être humain. Et ça, on ne pense pas que c'est par là qu'il faut commencer. Alors ça ne suffit pas. Soyons clairs, ça ne suffit pas, mais c'est absolument fondamental. Ouais, quels sont les autres éléments qui ressortent de ces rencontres et de ces discussions que vous avez eues avec des personnes qui sont elles-mêmes, qui vivent dans ces situations-là? Vous parliez de l'enseignement. Quels sont les autres cas ou problématiques qui sont soulevées? Alors, on a, dans le rapport, on a bien souligné que tout tenait ensemble et que donc il fallait surtout pas les séparer, mais on a identifié 3 domaines clés. L'un, c'est l'accès aux droits dans leur globalité. L'autre, c'est l'aspect de la liberté. Parce que quand on vit dans la pauvreté, parce qu'on est considéré comme pas capable, pas très intelligent, pas ceci, pas assez ça, les autres décident tout le temps à votre place, y compris pour des choses absolument essentielles de votre vie personnelle. Et le 3e partie, c'est la responsabilité. En fait, souvent, on nous dit, oui, vous réclamez des droits et les devoirs. Mais en fait, ce n'est pas du tout la bonne manière d'aborder les choses. En fait, toute personne aspire à être responsable. C'est lié profondément à son humanité. Et être responsable de soi-même, être responsable pour sa famille, être responsable pour les autres. Et que quand on vit dans la pauvreté, c'est quelque chose qu'on vous refuse. Et pire, voilà, on a des exemples, n'est-ce pas? C'est que quand on veut être solidaire, quand on veut prendre ses responsabilités, eh bien, on est sanctionné. Pierre-Emmanuel Corbizet, je vous voyais opiner, donc cette question notamment de la considération vis-à-vis de l'autre, c'est quelque chose qui vous marque aussi? Oui, tout à fait, parce que par exemple, le côté, par exemple, cohabitant, si vous êtes amoureux, vous n'avez pas le droit d'être amoureux, en fait, vous ne pouvez pas vivre avec votre conjoint. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes, donc comme je viens de le dire, vous avez un taux cohabitant, donc en fait vous perdez la moitié de vos allocations. Et donc, quelque part, l'État, avec des lois pareilles, en fait, nous incite quelque part à parfois rentrer dans un système de fraude, et qui peut, après, si on se fait piquer, aller créer des grands problèmes et nous mettre encore plus en difficulté, quoi. Oui, c'est effectivement, Monique Couillard de Smet, c'est effectivement un élément qui revient aussi, qui est important dans le rapport, c'est le droit fondamental à vivre en famille. Et le hiatus qu'il y a entre une législation qui est ce qu'elle est et puis la réalité, quoi, que vivent les gens. Et ce qui me semble important de dire, c'est justement que ce sont des législations qui ont été faites avec des bonnes intentions. Donc là, en l'occurrence, c'est le fait que quand on est isolé et puis qu'on vit après sous le statut cohabitant, l'un des deux va perdre ses droits aux indemnités. Alors c'est surtout, là où on sent le système le plus vicieux, c'est par rapport à la situation de famille monoparentale, dont on parle beaucoup, et avec raison, on a pensé qu'il fallait soutenir les parents seuls avec enfants. Mais quand on passe du statut parent seul avec enfants à cohabitant, en fait, on perd la moitié de ses revenus. Autrement dit, un parent seul avec 2 enfants va avoir exactement la même somme s'il se met en couple. Ce qui veut dire que le compagnon, conjoint, il doit vivre avec exactement 0 centime. Et ce ne serait peut-être pas si grave si les sommes étaient déjà confortables. Mais quand on sait que déjà la somme est trop faible. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de reprendre ce que Pierre-Emmanuel dit. Oui, on dit les gens fraudent, mais ils fraudent sur quoi? Sur des questions de survie. Qui peut vivre à 4, 5, 6 personnes avec 1 200 € par mois? Ouais. Vous, Khalid Chattar, comme travailleur social, comment vous vivez tout ça, cette question précisément de la fraude et de cette espèce de suspicion qui pèse notamment sur les bénéficiaires des CPAS?
Ben, c'est quelque chose qui ressortait aussi énormément dans les discussions qu'on a avec les usagers du CPS. C'est que beaucoup des politiques sociales actuelles mettent l'accent sur la lutte contre la fraude sociale. Et du coup, on est a priori, en tant qu'usager du CPS, a priori fraudeur, suspecté de fraude. Et du coup voilà, il y a énormément de choses qu'on ne dit pas, de droits qu'on n'active pas. Ouais, et comment vous le répondez à ça, ou Monique Cuillère de Spade, comment répondre à ça? Parce que la réponse ou l'argument, ce serait de dire, bah oui, mais si, à partir du moment où on donne des indemnités, bah, on est bien obligé de contrôler si on en fait bon usage, si on peut dire. Alors, on ne va pas dire qu'il n'y a aucun contrôle de nécessaire, mais ces contrôles d'abord sont totalement excessifs par rapport à l'objectif. Et ce que les membres de notre groupe de travail n'ont pas arrêté de remarquer, c'est, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui dans la presse, c'est la différence de traitement entre les uns et les autres. Et là, il y a une véritable discrimination. C'est qu'on met énormément d'énergie pour lutter contre une éventuelle fraude, et je rappelle, une éventuelle fraude de survie, alors qu'on met beaucoup moins de moyens pour lutter contre les fraudes qui se font à un plus haut niveau. Et donc, ça va très loin. Hein. Est-ce que les gens qui disent « mais c'est normal qu'on contrôle », est-ce qu'ils imaginent que chez eux, un inspecteur va venir pour voir s'ils vivent avec quelqu'un, et donc va entrer chez eux, va ouvrir les armoires, va compter les brosses à dents, et des choses comme ça. C'est ce qui s'est passé chez vous, par exemple, Pierre-Emmanuel Corbisier? Écoutez, moi, actuellement, depuis qu'il y a ces nouvelles lois, donc pour lutter contre la dite fraude sociale, tous les 2 mois, j'ai 2 assistantes sociales qui débarquent chez moi, qui rentrent dans mon intimité, dans mes affaires, et c'est absolument pas du tout un sketch. On ouvre votre tiroir, vraiment c'est une intrusion qui rappelle presque des années sombres du monde. Ouais, c'est très difficile à vivre historiquement. En tout cas, Mais bon, ce qui se passe, c'est que oui, comme disait Madame, cette énergie, si elle était mise justement à profit pour des plateformes citoyennes et des choses beaucoup plus, comment vais-je dire, aidantes, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi, on est des êtres humains, et il y a tout un côté, une approche comme ça qui devrait être plus humaniste, plus humaine, en tout cas. Et justement, cette plateforme citoyenne dont vous parlez, bien, il y en a une au CPS de Saint-Gilles, et vous en faites partie. Oui, tout à fait. Alors, comment elle fonctionne, Khalid Chattar, cette plateforme? Quel était l'objectif au départ? Comment vous l'avez constituée? Donc, à la base, elle est née des récentes réflexions autour des questions de non-recours aux droits et de sous-protection sociale. Et donc, on l'a envisagé un peu comme le versant de cette lutte contre les fraudes sociales. C'est de mettre de l'énergie dans le fait d'appréhender ce phénomène et de se rendre compte qu'en fait, il est massif. Donc, il y a énormément de gens qui ne recourent pas à leurs droits, qui ne demandent pas leurs droits pour différentes raisons. Et donc, là, l'idée, c'est vraiment d'investiguer tous ces invisibles, d'essayer de voir avec des personnes vivant ces situations, qui sont concernées par ces politiques sociales, par des services sociaux, de voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour faciliter l'accès. Et donc concrètement, cette plateforme qui a été initiée en novembre, l'idée c'est de rassembler des usagers du CPS et de se former au fonctionnement du CPS, aux missions, de l'ancrer dans une configuration, de comprendre d'où c'est né, de mettre ça en lien avec la sécurité sociale. Et oui, et puis d'entendre aussi la réalité que vivent les usagers du CPS. Pierre-Emmanuel Corbisier, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette plateforme? Moi, j'en attends beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui va devenir, dans notre société actuellement, vraiment vital, dans le sens où le politicien est tellement loin dans ses décisions, dans ses législations, du citoyen qui est dans ces difficultés-là dont on parle, que l'idée, en fait, ce serait qu'il y ait des citoyens qui puissent faire un petit peu
D'avoir en tout cas, d'avoir un impact sur les décisions qui sont prises. Voilà. Ouais. Monique Couillard de SMED, vous y croyez à ce genre de choses? Je pose la question aussi parce que ce rapport du service de lutte contre la pauvreté existe depuis 1995. Vous faites une série de recommandations. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment été suivies des faits jusqu'ici? Je peux en citer quelques-unes, notamment le droit à un logement décent, où vous parlez notamment du recours à certains bâtiments qui ne sont pas bâtiments publics qui ne sont pas utilisés. On voit une série de recommandations qu'on a déjà vues et finalement, est-ce que ça aboutit à quelque chose, ces recommandations? Alors, c'est très mitigé, hein, il faut être lucide. Hein, c'est qu'en termes d'impact politique, il faut... C'est bien de dire ce qu'il faut changer, mais après, il faut qu'il y ait une volonté politique et des choix qui soient faits et des choix clairs. Et ça ne nous appartient plus. Donc, on peut indiquer des directions. Après, leur politique doit prendre ses responsabilités. Alors, il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, on parle aujourd'hui du statut Omnio, BIM, des choses comme ça. Ce sont des choses qui ont été demandées dans le rapport général et dans les rapports de suivi pour améliorer l'accès aux soins, par exemple. Donc il y a des choses qui ont été mises en route, mais nous sommes en même temps honnêtement très inquiets parce que ce qu'on voit, c'est aussi des décisions politiques qui, d'une part, vont pêcher une partie de recommandations, mais en les détournant de leur sens. Et donc, dans ce cas-là, ça se retourne contre les personnes les plus pauvres. On avait fait tout un travail autour du besoin de chaque personne d'être utile, d'avoir une place dans la communauté, de ne pas être considéré comme un parasite et un poids. Ça, c'est vraiment une inspiration fondamentale. On en fait une activation obligatoire. Et on connaît des personnes qui étaient dans une démarche de faire des choses spontanément parce qu'elles le voulaient. Et puis, aujourd'hui, avec les nouvelles lois, on leur dit « mais vous devez le faire sous peine de sanction ». Et tout ce qui était une démarche citoyenne volontaire est ainsi détourné avec des risques que, parce que les conditions de vie sont difficiles, que les personnes n'arrivent plus à le tenir, elles soient sanctionnées. Vous êtes assez pessimiste. Je suis assez pessimiste. Bien. Si Saint-Gilles, en tout cas, ça n'est vraiment pas comme ça que ça se passe. On essaye justement que, en tout cas à Saint-Gilles, à notre petit niveau de pouvoir, de faire en sorte justement de mettre les gens à l'aise, en fait. C'est une remise à l'étrier pour quelqu'un qui sort de la rue et il n'y a pas tout de suite après... Donc à certains niveaux locaux, en tout cas, il y a des choses qui sont faites, si j'entends bien ce que vous dites, et peut-être qu'au niveau plus global, il y a des dispositions qui peuvent être en tout cas appliquées, pas tout à fait dans la philosophie dans laquelle elles pouvaient être présentées originellement. Et parfois à l'autre extrême, par exemple, on a travaillé dans le rapport précédent sur le droit à la justice et les décisions qui ont été prises vont exactement dans le sens contraire. Et là, on insiste vraiment pour l'importance d'entendre les personnes qui vivent les situations, parce que pour certains, de dire oui, mais enfin, une participation aux frais de 20 €, c'est juste bon pour éviter les abus, ça les fait réfléchir. Pour certains qui n'ont déjà plus rien le 15 du mois, 20 €, c'est impossible. Et donc, c'est un blocage. Et donc, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe en même temps. Ce n'est pas aujourd'hui, je pense, au niveau du politique. Par contre, de travailler ensemble, de se rencontrer, parce qu'au service de lutte contre la pauvreté, il n'y a pas que des personnes vivant la pauvreté. Il y a des organismes, il y a des travailleurs sociaux, il y a d'autres personnes qui en veulent. Et c'est ensemble aussi qu'on apprend à découvrir les réalités des uns des autres et de se donner de la force. Voilà, ce type d'initiative ou celles qui mènent au rapport dont vous nous parlez. Vraiment dans le même sens. Mais c'est sûr que si on prend... Rapidement, Pierre-Emmanuel, pour c'est sûr. En tout cas, je vais juste dire ça. Si on prend une personne fragilisée et qu'on lui met la pression directement... tu travailles et compagnie, c'est juste impossible. Il faut que la personne, donner le temps à la personne pour qu'elle puisse se reconstruire, en fait, intérieurement, parce que ce sont des personnes, et je l'ai été aussi, des personnes qui sont détruites, qui sont démolies. Et si on ne fait rien pour reconstruire la personne, vous allez lui donner un travail, je peux vous garantir que 6 mois après, c'est la dépression nerveuse et l'alcoolisme et autres qui sont repartis. Mais merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous apporter vos observations, votre perspective, vos témoignages. Et je renvoie aussi vers le rapport du service de lutte contre la pauvreté qui est en ligne et tout à fait consultable. Merci.